Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui le président et fondateur du comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle dans son pays. François Passema, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue donc dans l'entretien du jour. Si je vous demandais de nous définir et de nous présenter le comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique, qu'est-ce que vous pourrez nous dire là-dessus ? Eh bien, je salue d'abord les auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent et je vous remercie de l'invitation. Pour répondre à la question, c'est juste pour vous dire, on doit au but, le comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique est une structure politique qui a été mise en place au début des années 2000 par un ensemble de compatriotes centrafricains, essentiellement en dehors du pays, face à la dégradation de la situation intérieure et nationale du pays auquel on se trouvait confronté, qui s'est fixé comme objectif de mobiliser les Centrafricaines et les Centrafricains en vue de provoquer l'émergence d'une nouvelle catégorie d'hommes et de femmes politiques dans ce pays. Pourquoi ? Parce que depuis l'indépendance virtuelle des années 60 jusqu'à ce jour, eh bien, toutes celles et tous ceux qui sont retrouvés à la tête du pays et aux affaires ont été installés depuis l'extérieur, depuis l'ancienne puissance dominatrice qui a toujours été présente dans le pays. Depuis le président Boganda jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que même M. Touadéra a été installé par les puissances étrangères ? Alors, ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, c'est vrai, qui a tout son sens. Des élections avaient été organisées en 2015-2016, dans les conditions que chacun sait. À l'issue de ces élections, eh bien, c'est l'actuel président de la République qui est désigné, enfin qui en est sorti entre guillemets vainqueur. Alors il est en place. Notre position est que dans un tel contexte, il est indécent de parler d'une majorité ou d'une opposition dans un pays qui est au fond du gouffre, car majorité signifie tout simplement que un individu avec une équipe s'est battu, s'est organisé, a réussi de manière libre et indépendante à accéder au pouvoir. Ce qui, le cas de la Centrafrique, n'est pas souvent le cas. Donc, comme on le dit souvent, eh bien, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Très bien, je vous posais la question parce que je voulais que les téléspectateurs sachent d'où vous parlez sur l'échiquier politique, qu'ils vous identifient en se disant « tiens, c'est un opposant, tiens, c'est quelqu'un de la mouvance, tiens, c'est un centriste ». Vous êtes quoi en fait ? Alors exactement, je tente de vous dire que dans un tel contexte, on ne peut parler ni d'opposition ni de majorité. Parce que nous avons en face de nous une équipe gouvernementale avec des personnes qui sont à la tête de ce, qui parlent au nom de ce pays, qui elles-mêmes sont confrontées à d'énormes difficultés et qui font ce qu'elles peuvent faire dans un contexte que nous savons très bien. Et face à de telles situations, s'autoproclamer et se décréter opposant, c'est indécent. On va dire que vous êtes un fils du pays qui réfléchit à comment faire pour que son pays se stabilise. À l'alternative et à l'avenir du pays. Et notre seule préoccupation, c'est le sort de notre peuple. Très bien. C'est le sort de la jeunesse centrafricaine, des femmes centrafricaines et des gens, hommes et femmes, qui vivent dans ce pays dans les conditions que nous sommes. On a évoqué le nom du président actuel, qui est à la tête de votre pays, Faustin Archange Touadéra, élu en février 2016. Ça fait quoi, à peu près 30 mois qu'il est au pouvoir désormais. Quel est le regard que vous portez sur ces 2 ans et demi d'exercice à la tête du pays ? Alors, je ne jugerai pas l'homme, tous ceux qui sont les actions de l'homme. Ça se trouve que, depuis ces 2 dernières années, la situation est quand même, je dirais, elle est ce qu'elle est. Je ne me permettrai pas de dire que la situation s'est améliorée. Allons poser la question à nos parents qui sont, par exemple, dans la ville de Bria, qui sont totalement occupés par des mercenaires, des voleurs, des violeurs, des criminels en tout genre à l'intérieur du pays. Allez leur dire que des groupes armés, là. En 2-3 ans, la situation s'est améliorée et nous ne nous prenons pas au sérieux. Certes, il y a une mutation en cours dans ce pays-là en ce qui concerne les rapports du pays
avec l'extérieur, que ce soit la puissance dominatrice, la France, qui est dans ce pays depuis 1889 jusqu'à aujourd'hui, avec l'arrivée de certaines puissances extérieures, etc. Bon, les rapports sont en train donc de se renouer, de se modifier, d'évoluer. Il y a certains actes qui sont posés. On parle notamment de la formation de notre armée nationale. Car ceci nous préoccupe fondamentalement. L'Union européenne, dès le départ, parle de former 150 soldats par an. Bon, ce que nous trouvons complètement scandaleux. Dérisoire, parce que vous dites à ce rythme-là, si vous avez besoin de 15 000 hommes, il faudra attendre 10 ans. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons d'autres pays, en l'occurrence la Russie, qui depuis quelque temps est présente en Centrafrique. On va évoquer le cas de la Russie, mais j'avais voulu vous entendre sur le regard que vous jetiez sur l'action du président Touadéra, ce qu'il a fait de bien. J'entends dans ce que vous êtes en train de me dire que depuis que le président Touadéra est au pouvoir, les relations se sont pacifiées à l'international, en tout cas au niveau de la communauté internationale. La Centrafrique, qui est la plaie de l'Afrique centrale, est revenue dans le cœur des bailleurs de fonds et on essaye de l'aider. C'est ce que vous essayez de me dire là. Alors, la question, c'est que la Centrafrique regorge d'abord d'immenses potentialités. C'est un pays qui regorge d'abord d'or, de diamants, du coltan, du bois de meilleure qualité, qui a des terres arables, cultivables, etc. Et de l'uranium et du pétrole. Et plein d'autres richesses. Pour que des investisseurs viennent dans un pays, donc il y a un préalable. Le préalable, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Donc notre leitmotiv, c'est de faire en sorte d'abord prioritairement assurer la sécurité de la population elle-même d'abord. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des tueries à grande échelle. Il n'y a pas d'affrontements permanents entre différents groupes. Mais la sécurité en elle-même n'y est pas encore. Sur une échelle de 1 à 5... on met à moins de 5, entre 2 et 3. Entre 2 et 3. C'est vrai que les gens peuvent se déplacer dans ce pays-là, mais les risques sont énormes. Les risques sont énormes. Quelle en est la cause? D'où ça vient? C'est un pays dans lequel l'État n'a jamais existé. La puissance dominante européenne, la France en l'occurrence, qui a été dans notre pays depuis des décennies, n'a jamais œuvré pour que le peuple centrafricain soit doté d'un État, au sens propre du terme. Monsieur Passema, pardonnez-moi, je ne vous coupe pas, c'est très mal poli, mais j'essaye de vous faire dire exactement ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, d'essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Bozizé n'était pas français, son prédécesseur n'était pas français, Bokassa n'était pas français. Donc, quand vous me dites que la France n'a jamais essayé de faire en sorte que ce pays, je ne comprends pas très bien. Exactement, voilà, je crois que vous avez raison de poser ces questions-là. Parce qu'il faut quand même se dire une chose. Toutes ces équipes, il faut savoir déjà que Boganda arrive, on l'écarte, on met en place David Dacko. David Dacko, ce n'est pas le peuple centrafricain qui l'a choisi, c'est la France. Ensuite, on dépose David Dacko, la même France installe un certain un légionnaire français du nom de Jean-Bédel Bokassa, ce mercenaire qu'on installe à la tête du pays, qui est encadré par ses co-légionnaires roumains et autres, qui étaient là au pays et qui lui ont permis de sévir. Ensuite, on va ramener le même Dacko. Ce n'est pas les Centrafricains qui sont allés le chercher. On amène Kolingba. Ce n'est pas les Centrafricains qui l'ont emmené. On organise l'élection en 93 que le candidat de la concertation des forces démocratiques avait remporté. La même France va donner les résultats de ces élections à un certain Ange-Félix Patassé. Lui-même déjà était encadré par ce même milieu. Alors, par la suite, on fait venir de Paris en 2003 ce général Pasteur auquel vous faites allusion du nom d'un certain Bozizé. Il débarque accompagné des mercenaires soudanais et tchadiens, créant la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec le soutien de la France. Donc on installe à la tête du pays. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que de 2003 à l'arrivée de ce personnage, on lui a imposé ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire de négocier avec des groupes armés. Ce qu'il a fait de 2003
pratiquement à sa chute, à son renvoi, à sa décision en 2013. Oui, mais c'est normal qu'il négocie. Juste une chose, ce que vous ne dites pas, c'est que quand Bozizé arrive et qu'il prend le pouvoir, d'abord il renverse et qu'il prend le pouvoir, il prend le pouvoir avec des gens comme Dioto Dia à l'époque, qui étaient dans son sérail. Oui. Sauf qu'il ne va pas respecter les accords avec Dioto Dia. Évidemment que ceux qui n'ont pas pu manger sur la bête sont retournés dans le maquis, se réarmer et revenir. Mais c'est ce qui se passe lorsque nous faisons allusion à des mains disent invisibles, qui sont connues, on sait à qui appartiennent ces mains-là. Ah oui, c'est vrai, elles sont noires, elles sont blanches, elles sont jaunes. C'est des Européens qui accompagnent ces gens-là au pouvoir. Oui. Parce que c'est pas, Bozizé n'est pas sorti de nulle part comme ça, avec sa famille, ses enfants et sa femme, pour aller venir prendre le pouvoir. Il est venu avec des étrangers. Avec des étrangers, bien sûr, accompagnés de quelques centrafricains autour de lui, avec des mercenaires, ce qu'on appelait à l'époque les libérateurs. Donc c'est ça le paradoxe, c'est ça le drame de notre peuple, le peuple centrafricain, où pendant toutes ces décennies, nous avons eu déjà le privilège de désigner par nous-mêmes. D'où notre objectif, justement, de lancer un appel à nos compatriotes centrafricains, à la jeunesse centrafricaine, qu'elle puisse s'organiser pour que d'ici demain, qu'une nouvelle catégorie d'hommes politiques et de femmes politiques centrafricains puisse se constituer pour que librement, avec l'objectif patriotique de doter ce pays-là d'un État, d'arriver au pouvoir et de faire enfin quelque chose en tant qu'un groupe humain réellement libre, reposant sur le principe même de justice et d'égalité, ce que je donne ici la définition du terme démocratie. Ça va durer longtemps, l'instabilité dans votre pays. Est-ce qu'il existe une solution? Est-ce qu'elle viendrait des hommes politiques, des technocrates ou de tous les fils du pays? Et pourquoi toutes les solutions qui ont été proposées jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais abouti? Vous savez, durant toutes ces périodes-là, il y a eu toute une stratégie de délitement de la société, de corruption de pans entiers de la population qui a été entretenue, cultivée. Et vous comprendrez que lorsqu'une société est gangrénée par ce fléau qu'on appelle la corruption, c'est extrêmement difficile de distinguer entre l'ivraie et le bon grain. Et donc notre démarche, on n'est pas les seuls, on ne peut pas être les seuls. La solution à laquelle beaucoup aspirent aujourd'hui, c'est qu'arrivé à un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes et faire en sorte qu'au sein de cette société centrafricaine, au sein même de la population centrafricaine, car la solution appartient aux Centrafricains eux-mêmes. C'est à nous de nous prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de ceux qui disons, nous sommes suffisamment compétents. Nous avons la matière grise, nous avons le savoir-faire, nous avons l'expérience, nous avons les connaissances. Mais à quoi bon à chaque fois d'attendre à ce que des gens venant de l'extérieur, vous le voyez aujourd'hui avec la présence des forces internationales, qui ne font absolument rien. Nous avons 14 et quelques mille personnes l'occasion d'en parler. Quel est votre regard sur l'action des forces internationales? Totalement négatif. Totalement négatif. C'est pas sympa pour l'exemple de nos frères de la République démocratique du Congo à côté nous montre bien qu'à un moment donné, parce qu'il y a un principe international de la responsabilité de protéger. Lorsque un pays n'a pas les moyens d'assurer la protection de sa propre population, il appartient à la communauté internationale de prendre les mesures nécessaires pour venir en aide à cette population-là. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout simplement, ça veut dire qu'on envoie les pompiers, ils arrivent et ils sont devant le bâtiment qui est en feu et ils attendent. Ils attendent. Ah, vous considérez que les 15 000 hommes qui ont été déployés, dans la préfecture de la Haute-Coteau, qui coûtent de l'argent, dans la préfecture de la Haute-Coteau et aujourd'hui dans la ville de Bria, qui est le chef-lieu de la préfecture de la Haute-Coteau, nous avons des contingents de la MINUSCA qui sont présents et qui, de notre point de vue, ne font absolument rien. Ne font absolument rien. Quand vous dites ne font absolument rien, entendons-nous bien. Est-ce que ces forces sont des forces de maintien de la paix, oui ou non? Ces forces, maintenir la paix signifie assurer la sécurité des gens. Si vous voulez changer le mandat des forces internationales, changer le mandat. Non, le mandat de la MINUSCA qui a été donné, c'est justement... C'est un mandat de maintien de la paix. La paix signifie tout simplement que la personne doit être en sécurité. Quand on n'est pas en sécurité, on n'est pas en paix. Oui, mais vous ne leur demandez pas d'attaquer quand même. Ah non, on ne demande pas d'attaquer quoi que ce soit. Ils intervenaient d'abord. Le mandat de la MINUSCA était clair. Qui devrait arriver dans le pays, protéger la population, ne pas laisser la population se balader avec des armes. Or, ça se trouve qu'à l'intérieur, dans le pays,
je dirais dans 90% du territoire, oui. il y a des bandes armées. Oui, mais qui narguent ces forces dites internationales. Ce n'est pas la faute de la force internationale. Vous avez élu un président. Et c'est quoi son mandat s'il est élu et s'il n'est pas capable d'appliquer la démobilisation, le désarmement et la réinsertion? Nous savions, parce que vous comprenez que tout simplement en 2015, oui. lorsque M. Hollande, pour vêtir un peu son bilan, le rendre plus rose que vert, oui. eh bien, voulait ainsi organiser des élections virtuelles en Centrafrique pour montrer à son opinion intérieure que voilà, il a fait quelque chose de positif dans notre pays, ce qui est d'ailleurs totalement faux. On organise des élections sur une partie du territoire avec une partie du corps électoral, en sachant très bien qu'on allait en arriver là aujourd'hui. Parce que le préalable, c'était quoi? Il fallait d'abord, avec les forces qui étaient en présence, il y avait Sangaris. Il y avait Sangaris qui était là, il y avait la MINUSCA. Ils avaient les moyens de désarmer. On désarme, on se met en place et on assure la protection des gens. Et là, on organise des élections. Le chef de l'État qui arrive, parce qu'il faut quand même se dire dans ce pays, il n'y a pas de force de sécurité et de défense. Oui. On n'a pas jeté la tête sur les gens parce qu'on n'est pas avec eux, il faut donc leur taper dessus. Ben, ceux qui sont là, ils arrivent au pouvoir, ils ont accepté. Bon, parce que ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'accepter de prendre des responsabilités dont on sait très bien qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer ces responsabilités-là. Donc, allez-y. Ils arrivent là, eh bien, pas de force de sécurité et de défense, donc ils ne peuvent pas protéger la population. À partir de ce moment-là, on exige de la part de la communauté internationale d'assurer la protection, pas seulement de s'interposer, mais de protéger la population. C'est ça la responsabilité internationale de protéger. C'est un paradoxe. En même temps, lorsque sur le continent, nous demandons qu'on nous laisse gérer nos propres pays avec notre intelligence, les hommes que nous avons nous-mêmes formés, dès qu'il y a l'étincelle, nous crions que la communauté internationale fait mal son boulot. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire, en me disant, ils sont venus, mais ils n'ont pas fait le job. Ils n'ont pas fait le job et c'est regrettable. Ils ont installé un président avec une coquille vide parce que le pays n'était pas sécurisé. Si c'était si facile à faire, pourquoi les Centrafricains ne l'ont-ils pas fait eux-mêmes? Je vous disais que ça fait 129 ans que nous sommes sous dépendance, avec des hommes et des femmes que nous n'avons pas du tout choisis, qu'on nous a imposés. La Russie aussi vous a été imposée. Leur a-t-on donné les moyens? Ça, il faudrait bien que cela... Maintenant... La Russie vous a été aussi imposée? Les rapports avec les autres pays, c'est ce qui fait partie des dispositifs. Des dispositifs des États que nous qualifions des États virtuels. Parce qu'on met en place une équipe, et bien on dit, mais écoutez, vous êtes indépendant. Alors qu'en réalité, on sait très bien que la notion d'indépendance n'est pas si simple comme ça. On va jeter n'importe comment. Bon, pour habiller le dispositif, mais bien sûr, on laisse quand même une marge de manœuvre aux équipes qui sont en place, d'établir des relations avec telle ou telle puissance, entre guillemets, d'où la Chine, ou la Turquie, ou l'Arabie Saoudite, ou la Russie peuvent venir s'installer, parce qu'il y a des ambassades là-bas dans le pays, il y a des missions diplomatiques, il y a des relations qui se tissent. Mais de tout ça, bien certains qui, soit officiellement, ou officieusement, ou dans l'ombre... Vous ne répondez pas à ma question. La Russie a-t-elle été imposée à la Centrafrique ou c'est le choix de la Centrafrique d'évoluer dans ces coopérations? Le gouvernement, ceux qui sont censés aujourd'hui parler au nom de la Centrafrique, ont fait le choix d'établir des relations. Parce que lorsque nous disons qu'on impose, on nous impose des hommes. Bon, maintenant, quand ces hommes sont là, parce que la responsabilité n'est pas totale, il y a une grosse part de responsabilité de ceux qui nous imposent ces hommes-là, et ces compatriotes qui ont accepté d'être imposés à la tête du pays, eh bien, ont la plus grosse part des responsabilités. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre pays, la Russie? Eh bien, la Russie est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, au même titre que les 5 autres membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Angleterre, la France et les États-Unis d'Amérique. Et à ce titre, n'importe lesquels des 5 membres permanents a tout à fait le droit d'être présent en Centrafrique. De réarmer votre pays. Il n'y a pas que la Russie. Alors, aujourd'hui... En essayant d'exploiter les diamants chez vous, etc. Donc, justement, on en vient, justement.
Vous faites bien de me poser cette question, c'est très important, parce que nous pensons que, pour ce qui nous concerne, je disais, ils sont 5 membres pour prendre le Conseil de sécurité, il n'y a pas que les 5 membres, hein. Il y a aussi d'autres nations qui sont présentes. Je vous cite le cas de la Turquie, et éventuellement des pays du Golfe, qui pourraient être présents dans ce pays-là. Alors donc, tous ces pays-là, y compris la Russie, eh bien, ont tout à fait le droit d'être présents. En maintenant, le contenu de ce qui se passe là-bas ne relève pas. Ça ne relève pas de ma compétence. Certes, ça me regarde, mais c'est dommage, ça ne relève pas de ma compétence. François Passema, on va conclure cet entretien. On a légèrement débordé. Ce sera ma dernière question et je souhaiterais une réponse courte. Vous qui avez l'habitude des élections présidentielles en 2021, je crois, il y aura le mandat du président Touadéra qui sera remis en jeu pour une nouvelle élection d'ici là. Dites-moi, vous serez encore une fois candidat ou pas? Eh bien, nous sommes en 2018, dans 3 ans, il va y avoir des élections dans notre pays. Nous sommes toujours intéressés par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc, quand on est engagé politiquement pour parler au nom de son peuple, eh bien, nous serons toujours là en train de parler au nom des Centrafricains et de mener l'action que nous avons toujours menée jusqu'ici. Ça veut dire, je serai candidat, mais je ne vous le dis pas maintenant, mais bientôt vous le saurez. J'ai bien résumé. Écoutez, vous avez, en tant que... D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité. Et vous avez tout à fait quand même la moindre liberté de faire des conclusions, de vous exprimer quand même librement. Ça ne sort pas de votre bouche, je le fais à votre place. François Passema, merci infiniment. Je vous en prie. Président et fondateur du Comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique. Plusieurs fois, je l'ai dit, candidat à l'élection présidentielle et probablement futur candidat à l'élection présidentielle en 2021. Mais ça, on en reparlera évidemment. Il nous reste encore du temps, que Dieu nous prête vie, comme on dit, chacun en Afrique et ailleurs d'ailleurs, pour des croyants. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.